journal de la parole à l'acte, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'immerge dans les réalités de l'agent public congolais par la mécanisation, les conditions de travail et une fin de carrière assurée. Il est actuellement à Guadeloupe, au nord Ubangui, pour cette mission. La RDC sous fièvre de barrage de la Coupe du Monde, 52 ans après, l'erreur n'est pas autorisée. Le mardi 31 mars 2026 à 22h, les Léopards de Sébastien des Sabres affronteront les Reggae Boys de la Jamaïque. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Avant de regagner Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait présidé à Bandundu le samedi dernier la cérémonie officielle des remise de véhicules aux administrateurs des territoires, à la police nationale congolaise et à l'inspection générale de la territoriale. Et juste après, le président de la République avait visité le port de l'Onatra de Bandundu, et ce, en vue de s'enquérir de l'état des infrastructures portuaires stratégiques et d'évaluer les actions prioritaires en vue de leur modernisation. Reportage. Malgré les conditions météorologiques difficiles, le samedi 28 mars 2026 à Bandundu-Ville, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tout de même rendu au gouvernorat du Kwilu pour présider la cérémonie de remise officielle des véhicules à la police nationale congolaise, aux administrateurs des territoires et à l'inspection générale de la territoriale. Ces véhicules de marque Land Cruiser, 48 au total, assureront la mobilité et la réactivité des forces de l'ordre et permettront de rapprocher davantage l'État des citoyens. En remettant symboliquement les clés aux bénéficiaires en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le chef de l'État a souligné l'importance du rôle des administrateurs des territoires dans la consolidation de l'autorité de l'État, la gestion sécuritaire et le développement local. Le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani, a pour sa part salué cette initiative qu'il qualifie de réponse concrète aux défis sur le terrain. Avant de quitter Bandundu-Ville, le chef de l'État s'est rendu au port de l'Onatra, Office national de transport, pour s'imprégner de la situation du port. Chaleureusement accueilli sur le site, le président de la République, accompagné du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, de quelques membres du gouvernement et des autorités locales, s'est fait expliquer le fonctionnement de ce port stratégique. Une visite d'inspection qui annonce la réhabilitation prochaine de ces infrastructures. Du quai à la grue de 40 tonnes, le président de la République a prêté oreille aux désiderata de Matelot de l'Onatra avant de visiter le MB Wochimi, ce bateau privé. C'est donc par cette étape que le chef de l'État a bouclé sa mission d'itinérance dans l'espace Bandundu en marge de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces. En province du Kwilu, la question de l'inclusion de personnes vivant avec handicap s'invite au cœur de l'action publique. Sur place, un face-à-face inédit entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et les bénéficiaires a permis d'aborder sans détour les défis et attentes du secteur. Dialogue direct, engagement renouvelé, perspectives concrètes, les bases d'une gouvernance plus inclusive semblent désormais posé. Betty Aman nous en dit long. À Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, un face-à-face inédit s'est tenu ce samedi 28 mars entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambodiata, et les personnes vivant avec handicap de la ville. Cette rencontre placée sous le signe du dialogue et de la gouvernance inclusive a réuni agents et cadres de la division provinciale ainsi que plusieurs acteurs locaux. Face à son auditoire, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à ne laisser personne de côté, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant les avancées juridiques en faveur des droits des personnes vivant avec handicap. L'une des grandes réformes que nous avons initiées pour matérialiser la vision novatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la mise en place d'un secrétariat général aux personnes avec handicap. Alors, ce secrétariat général doit s'étendre sur l'ensemble de notre territoire national. Et aujourd'hui, nous sommes dans la province de Kwilu,
pour installer la division provinciale que nous allons installer le lundi matin. Cet échange direct a permis de recueillir les préoccupations des bénéficiaires et de renforcer la collaboration avec l'administration. Profitant du mois dédié à la femme, la ministre a procédé à la remise symbolique des pagnes aux femmes vivant avec handicap, les appelant à l'unité et au travail. Cette activité s'inscrit enfin dans la perspective de l'implantation de la division provinciale du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap, une avancée majeure pour rapprocher l'action publique des réalités locales. Invité dans un plateau, l'auteur Claude Malouma, qui a initié un livre, révèle comment alimenter nos voitures électriques. Plus de 15 millions d'âmes ont été sacrifiées dans l'ombre d'une indifférence mondiale accablante. Gaëtan Magalano pour les explications. Waaskari walitoka Rwanda, kisha kutoka Rwanda. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Hata na leo hii bangari tu habayatokaka. C'est un récit captivant qui dévoile l'une des plus grandes et méconnues tragédies de notre temps. Génocide au Congo pour votre confort, le livre nous ramène à une sombre réalité qui se déroule au cœur de l'Afrique. Le Congo, victime d'un génocide silencieux orchestré pour satisfaire la modernité. Invité dans un plateau à la RTNC, l'auteur Claude Malouma révèle comment, pour alimenter gadgets et voitures électriques, plus de 15 millions d'âmes ont été sacrifiées dans l'ombre d'une indifférence mondiale accablante. Dans l'ouvrage, les officiers rwandais, aujourd'hui sous sanction, étaient déjà cités pour prévenir la communauté internationale de leur implication dans une agression qui fait de la femme la victime de viol. Les multinationales que j'ai écrites dans le livre qui financent la guerre pour nous tuer, pour nous assassiner, ces multinationales, pour avoir ces voitures-là, pour donner... Voitures électriques. Les voitures électriques, les batteries là viennent du Congo, les lithium, les téléphones Android. 60% des minéraux qui composent des téléphones viennent du Congo. Il faut que l'écran des Congolais soit ainsi, et voilà qu'il y ait des morts. J'interpelle pourquoi j'ai fait cette image pour choquer. L'ouvrage a été même remis aux sénateurs américains pour interpeller leur conscience. Génocide au Congo pour votre confort est également un appel pressant à ouvrir les yeux sur la complicité de l'humanité dans ces crimes. Il se tient à Beni au Nord Kivu les travaux du dialogue intergénérationnel pour le jeune dans la consolidation de la paix conformément à la résolution 2250 de l'ONU, organisation de la société civile et les autorités locales qui prennent part à ces assises. Plus de précisions dans ce reportage. Ces assises, dénommées Dialogue interrégional Nord Kivu, font un plaidoyer auprès de l'autorité provinciale à institutionnaliser le secrétariat technique provincial de la résolution 2250 et le renforcement de l'appui politique à l'agenda de la jeunesse, paix et sécurité au Nord Kivu. La division de la jeunesse qui a organisé cet atelier a, par son responsable, Guy Kibira, rappelé au gouverneur de province sa promesse de signer cet arrêté le plus tôt possible. Le dialogue intergénérationnel est nécessaire pour renforcer la cohésion sociale, a fait savoir le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Sego Karawa, dans son speech d'ouverture officielle ces travaux. C'est dans ce cadre que l'an passé, plus précisément le 8 octobre, la séance d'appropriation du plan opérationnel provincial, la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies avait été organisée. Au terme de celle-ci, diverses recommandations avaient été formulées, dont la nécessité de disposer de l'acte juridique consacrant la prise en compte du rôle des jeunes dans nos processus de décision. Et les participants se sont réjouis du climat de travail abattu ce jour.
Une administration publique efficace passe par des réformes importantes. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui poursuit cette mission en province, est arrivé à Gbadolité. Nous sommes là dans le Nord Ubangi. C'est pour prêcher les réformes et rationalisation des effectifs au sein de la fonction publique. Reportage, Cédric Kedina. En ce jour de dimanche de Rameau, jour symbolique pour les chrétiens, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a foulé le sol de Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, en compagnie des élus du peuple de cette province. À l'aéroport de Moanda, le vice-premier ministre a été accueilli par une foule immense en liesse, heureuse de communier avec le responsable de ressources humaines de l'État. À l'aéroport, c'était toutes les couches de la société qui s'étaient donné rendez-vous pour réserver un accueil très chaleureux au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Sur place, le vice-premier ministre a fixé l'opinion sur l'objectif de sa mission. Je suis venu faire le point avec les autorités provinciales sur le fonctionnement des administrations déconcentrées ici en province, les difficultés face auxquelles les agents et fonctionnaires de l'État font face dans l'accomplissement de leur mission et puis essayer de faire le point avec eux sur les différentes réformes que nous portons sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de Madame la Première ministre. Après l'aéroport, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est rendu au rond-point de l'Unité en compagnie des élus du Nord Ubangi où s'étaient amassés des milliers de personnes pour écouter son message. Arrivé ce dimanche, le programme du vice-premier ministre prévoit l'organisation de plusieurs activités pour être à l'écoute et entrevoir des solutions durables aux préoccupations des agents publics de l'État. Parlons femmes avec les architectes qui s'engagent à apporter leur pierre dans la reconstruction du pays. Ces femmes architectes réunies en assemblée générale ont tracé les grandes lignes des activités de l'exercice 2026 qui se résument en la formation accrue de femmes architectes. Cédric Kedin encore une fois pour le reportage. Dans un monde où les villes se construisent chaque jour, elles veulent aussi construire leur place, au cœur même de l'architecture. Les femmes architectes ont tenu leur toute première assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2026, couplée à un échange de vœux riches en émotions et en ambitions. C'est dans le cadre prestigieux du Centre Wallonie-Bruxelles que ces professionnels du bâti se sont réunis. Une rencontre qui ne ressemblait pas seulement à une réunion statutaire, mais à une véritable déclaration d'existence et de vision. Nous avons invité les femmes architectes à s'impliquer pour la vulgarisation de notre métier afin que la femme architecte soit reconnue dans sa juste valeur. Nous allons organiser des plaidoyers. Il y a des vulgarisations prévues dans les écoles pour essayer de faire connaître le métier d'architecte. Nous allons toucher les institutions publiques pour essayer de donner une place à la femme architecte pour que le ministère de tutelle qui nous régit puisse nous donner un espace, puisse nous inclure pour faire valoir la femme architecte. Les femmes architectes sont très talentueuses et elles ont leur place dans la société. Autour de la table, les femmes de l'association de femmes architectes ont passé en revue l'année écoulée, mais surtout ouvert des perspectives, formation, leadership, accès au marché et valorisation du rôle des femmes dans la conception des villes de demain. Dans l'ombre des décisions, elle traque les failles de la police britannique aux missions stratégiques en République démocratique du Congo. Myriam Mukuna Elonga, cette jeune femme s'impose comme une figure incontournable de la gouvernance et de la lutte contre les pratiques illicites, rigueur, méthode et expertise. Un parcours forgé au Royaume-Uni, aujourd'hui au service de la transparence en République démocratique du Congo. Reportage. Dans l'univers feutré, mais stratégique de la réponse et de la conformité, certaines trajectoires imposent le respect par l'exigence et l'instance. Celle de Myriam Mukuna Elonga en est une illustration éloquente. Professionnelle aguerrie, elle a plus de 15 ans d'expérience dans un domaine aussi sensible que la gestion des risques, les investigations et la lutte contre la fraude. Un parcours construit avec méthode
grâce à une capacité exceptionnelle à évoluer dans des environnements complexes où chaque détail compte. J'ai quitté la RDC à un très jeune âge. Je suis arrivée en Angleterre à l'âge de 5 ans. J'ai eu l'opportunité d'intégrer une école militaire pendant 1 an. Et au cours de mes études, j'ai obtenu un stage au sein de la police où j'ai rapidement évolué. C'est dans ce cadre-là que j'ai appris mes premières expériences concrètes et que ça m'a développé pour que je puisse effectivement continuer ma vocation dans la lutte contre la fraude et la corruption. Actuellement directrice du pôle fraude, investigation et compliance au sein d'une société de télécommunications de la place, elle dirige également sa propre association, Femmes de Poigne. Elle évolue au cœur d'un secteur particulièrement sensible, celui des télécommunications et des services financiers mobiles. Et je crois profondément que la lutte contre la corruption ne doit pas être uniquement institutionnelle, mais aussi citoyenne. Madame Moukouna sait que la fraude ne se niche très souvent dans les écarts, les comportements atypiques, les failles des discrètes. Et c'est justement dans ces fissures que s'est construit l'essentiel de son travail. Son défi du quotidien, réaliser des analyses minutieuses fondées sur les faits, les recoupements et une discipline sans compromis. Ces moments marquent une véritable promotion de la femme qui cherche à se distinguer au quotidien. Un visage de rigueur, une voix de responsabilité et surtout une femme qui fait de l'exigence un levier de transformation. Et toujours dans le cadre du mois de la femme, le Femme travailleuse était au Forum SIDA en collaboration avec le programme national multisectoriel PNMLS de lutte contre le VIH-Sida. Et dans le même contexte, l'honorable Doli Chilombo Kamba avait organisé aussi une activité sur la sensibilisation axée sur l'autonomisation de femmes. Les femmes de Logos, Rema et Vanessa Mangomba ont de leur côté organisé des conférences et autres activités sur le droit et autonomisation de la femme pour bien clôturer le mois de mars, suivant les condensés de toutes ces activités dans ce registre. Les droits des femmes travailleuses d'ici lancent à l'action pour un salaire juste et digne. À cela s'ajoute la politique salariale et les SMIG. C'est autour de ces thèmes que l'Union nationale des travailleurs du Congo a clôturé à sa manière la célébration du mois de mars dédié aux droits de la femme. Augustin Tumba Nzouji, président de l'INTC, a saisi cette occasion pour sensibiliser toutes les femmes à se syndicaliser pour faire de l'INTC une organisation syndicale très forte, représentative et puissante. La vice-présidente de l'INTC en charge des questions sociales, Marie-Claire Manteka-Mukunga, a lancé un appel envers le gouvernement de la République de veiller à ce que les employeurs appliquent effectivement les SMIG comme c'est déjà convenu. C'est autour de ce thème que le Forum SIDA, en collaboration avec JNB Foundation et la masculinité positive, a clôturé les mois de mars dédiés à la femme. En collaboration avec ses différents partenaires, notamment JNB Foundation et la masculinité positive. Occasion également de rappeler les rôles central et crucial que joue la femme dans la société et aussi de raviver l'espoir. Au cours de cette rencontre, plusieurs échanges ont eu lieu, notamment sur l'importance du dépistage, de la prévention et de la prise en charge. À Tchangou, la députée nationale Doli Chilombo Kamba a réuni les femmes pour une sensibilisation sur la connaissance de leurs droits et les renforcements de leur indépendance économique. Dans une ambiance conviviale marquée par une prière d'action de grâce, cette rencontre a été l'occasion de rappeler les rôles essentiels de la femme dans le développement de la société. À travers la fondation qui porte ce nom, la députée nationale a encouragé les initiatives concrètes, notamment la mise en place d'un système de microcrédit et des projets entrepreneuriaux destinés à renforcer l'indépendance économique des femmes et des jeunes filles. Les femmes de Logos Rema ont totalisé 30 ans au sein de la communauté, preuve de persévérance et de fidélité, au cours d'une conférence débat organisée pour terminer les mois de mars en beauté, avec comme thème Cure d'âme de la nation RDC, engagement et action de la femme. À travers ce thème, les intervenants ont présenté les parcours de la RDC depuis 1885 à nos jours. L'orateur du jour, évêque Diamant Bob Kalonji, visionnaire de l'église
a répondu aux préoccupations des femmes lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation. La connaissance des droits et leur appropriation impréalable, important pour l'autonomisation véritable de la femme. Cette recommandation est de Vanessa Mongomba Bompemo, diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique. Elle a dit lors de la conférence organisée en faveur des femmes de la FUNA. Vanessa Mongomba Bompemo a profité de son séjour à Kinshasa pour faire la restitution de sa participation au sommet international sur les droits de la femme tenu du 12 au 19 mars courant à New York. Lueur d'espoir pour les fidèles de la cathédrale Mouzi Maria. Nous sommes là en Ituri à Bunia. Ils peuvent désormais espérer célébrer la Pâque en toute quiétude grâce aux travaux d'asphaltage en cours sur cette avenue stratégique. Une avancée qui s'inscrit dans la dynamique de développement impulsée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, déterminé à améliorer concrètement les quotidiens de la population. Nous sommes en ville de Bunia, à Provence de l'Ituri. Il est 20h, la nuit tombe, mais sur le chantier, le machine gronde encore. À cette heure tardive, alors que beaucoup ont déjà quitté leur poste, l'entreprise Mogabaon Sarlu est toujours à l'œuvre. Près d'assaut, avenue Cathédrale Mouzi Maria. Fait marquant de ces travaux d'asphaltage, la présence effective du PDG Eli Akilimali Joseph, soucieux du travail bien fait et prêche par l'exemple. Rencontré sur place, Victor Lobo, conseiller communal, se félicite de cette avancée. Non, c'est l'entreprise Mogabaon qui est en train d'asphalter le tronçon. Ils ont terminé, ils ont fini ce qui a été promis. Autre réaction est celle de Junior Kapuku, chef d'application d'Arobé au sein de l'entreprise Mogabaon. Il met en avant la persévérance de cette société animée par l'amour du pays et souciée d'un travail de qualité. Notre objectif, en tout cas, généralement, c'est pour bien travailler, et non seulement pour bien travailler, et surtout pour donner à la population ce que la population réclame. À Bunia, le développement a pris une vitesse de croisière sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. Celui-ci a fait confiance aux entreprises congolaises pour porter cette vision, poursuivre sans relâche, même aux heures tardives. La chefferie Bafwanganda sera bientôt dotée d'un bâtiment administratif moderne et d'une école primaire à Légou. Le gouverneur Jean Bakomi Tongambu a donné le coup d'envoi de travaux lors de son passage dans cette partie du territoire de Wamba. De cette fondation en durcissement poussera dans quelques jours seulement une bâtisse moderne destinée à asseoir l'administration de la chefferie Bafwangada en territoire de Wamba dans le Haut-Touélé. Le gouverneur Jean Bakomi Tongambu, en séjour à Légou, inspecte ces chantiers sous la conduite de Sa Majesté Milfi Karoumé, à présence d'une foule en liesse. Et c'est avant de poser symboliquement la première pierre. Toujours au chef-lieu de cette entité territoriale décentralisée, le gouverneur fait l'objet d'un accueil chaleureux à l'école primaire Badiamoni située au village qui porte le même nom. Ici, Jean Bakomi Tongambu visite les conditions déplorables d'enseignement. Le directeur de cette école et le ministre provincial des infrastructures ont pris parole avant que le gouverneur ne place la première pierre et annonce une bonne nouvelle. Suivant la vision du président de la République, nous avons décidé d'entrer en guerre contre les constructions qui ne répondent pas aux normes dans les écoles et hôpitaux dans notre province du Haut-Touélé. Vous avez vu vous-même les conditions dans lesquelles ils étudient. Cela ne pouvait que nous amener à apporter une solution. La personne la plus réconfortée, c'est Sa Majesté Milfi. Comme il est venu, je suis déjà dans la joie puisque je connais que tout doit changer. Avant de quitter les lieux, Jean Bakomito, entouré de ses oncles maternels, reçoit leur bénédiction coutumière et laisse un lot de pagne pour le maman. La coopération sud-sud entre l'Université de Martyrs du Congo et l'Université de Ngaoundéré du Cameroun ont désormais scellé le partenariat et connaît une étape importante de la moisson. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général de l'engagement supérieur et universitaire du Cameroun a remis les attestations de réussite aux lauréats de l'école doctorale de l'Université de Martyrs et ont soutenu leur mémoire de diplôme d'études approfondies. Jacques Kabouaba nous en dit long.
La coopération sud-sud entre l'Université des Martyrs du Congo et l'Université de Ngaoundéré du Cameroun connaît désormais l'étape de la moisson. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et universitaire du Cameroun vient de remettre le mercredi 25 mars 84 attestations de réussite aux lauréats de l'école doctorale de l'Université des Martyrs ayant soutenu leur mémoire de diplôme d'études approfondies. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des conférences des cliniques Ngaliema en présence du directeur des affaires académiques du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique de la République démocratique du Congo. Pour les lauréats, la remise de ces documents est le couronnement d'un travail de titan dans la recherche scientifique. À l'occasion, le secrétaire permanent à la recherche de l'Université des Martyrs du Congo, qui a représenté les recteurs, a salué cette coopération avec l'Université de Ngaoundéré du Cameroun, qui vient renforcer la détermination des scientifiques congolais de former une élite intellectuelle capable d'assurer les enseignements de qualité. Le représentant de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique a réitéré le soutien du chef de l'État à la promotion d'un enseignement universitaire axé sur l'innovation, ce qui traduit l'Université dans ses partenariats avec l'Université de Ngaoundéré. Une étape cruciale est donc franchie. Rendez-vous est pris pour ces 84 lauréats à la thèse pour l'organisation d'un séminaire sur les méthodes de recherche doctorale dès la semaine prochaine. Revenons encore sur les travaux de la 13e conférence de gouverneurs à Bandundu, où le député national Eteni Longondo était face aux jeunes. L'ancien ministre de la Santé a livré un plaidoyer vibrant pour le patriotisme, pointant du doigt les fléaux de la corruption et de la trahison qui freinent l'essor du pays. Reportage Rodé Panda. En marge de la 13e conférence de gouverneurs, le docteur Eteni Longondo s'est offert une parenthèse citoyenne. Face aux étudiants de Bandundu venus de plusieurs coins de cette partie du pays, le député national a dressé un diagnostic sans complaisance de maux qui rongent les pays, notamment la corruption, la trahison et les conflits armés, autant d'obstacles que seule une jeunesse engagée et patriote peut surmonter. L'ancien ministre de la Santé publique a insisté sur les réveils de la conscience nationale pour contrer l'agression rwandaise, tout en saluant le leadership diplomatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le fais dans plusieurs provinces, quand j'accompagne le chef de l'État ou bien quand moi-même je contacte la province pour que j'aille faire la mobilisation par rapport au patriotisme. Et aujourd'hui, c'était des questions éducatives. Notre jeunesse doit prendre la relève. Notre jeunesse doit savoir que nous n'avons que ce seul pays, le Congo, un pays qui est agressé par le Rwanda, et que c'est nous, notre génération et notre jeunesse qui devons fournir un effort de faire en sorte que notre pays puisse se redresser, que tout le monde mette la main dans la pâte pour que l'ennemi soit bouté hors de nos frontières. Un message reçu 5 sur 5 et dans sa casquette de haut cadre du parti au pouvoir, il a aussi rencontré ses compatriotes du parti UDPS à qui il a prêché l'unité, mais aussi le soutien aux actions du chef de l'État. Après de 90 minutes d'une nouvelle qualification historique à une Coupe du Monde après 1974, l'erreur n'est pas permise. La nuit du mardi 31 mars 2026 à 22h heure de Kinshasa pour les Léopards de Sébastien Desabre qui affronteront les Reggae Boys de la Jamaïque dans une finale pour l'histoire. C'est désormais une affaire de tous. Le soutien et l'espoir de chaque Congolais dans toutes les sphères vont être la clé. Reportage. Les rêves est grand, d'autant plus que l'attente est grande pour les Léopards qui entrevoient la phase finale du prochain mondial qui échappe à la RDC depuis près de 52 ans. En finale des barrages intercontinentaux, Chancel Mbemba et ses coéquipiers devront sortir le grand jeu face à des Reggae Boys de la Jamaïque, tout aussi déterminés à l'issue de leur demi-finale réussie face au Kagou de la Nouvelle-Calédonie. Les hommes de Sébastien Desabre déjà qualifiés en finale suite à leur bon positionnement dans le monde au dernier classement FIFA actualisé ont eu le temps de s'aiguiser et accroître
leur confiance au travers d'un match de fixation remporté des buts à 0 face aux Bermudes, une nation de l'Amérique du Nord et le Caraïbe. Avec un groupe soudé et tournant à plein régime 52 ans après, l'espoir de retrouver les coulisses de la Coupe du Monde s'attise de plus en plus. Le retour de Yohan Wissa, de Grady Diangana et de Brian Bayeye mêlés à un collectif conquérant depuis les éliminatoires du Mondial et la récente Coupe d'Afrique de Nations au Maroc constitue une mixture parfaite à cette quête d'un concert de nations du monde. La fibre nationale est une. Il est donc impérieux que chaque Congolais dans son domaine des prédilections porte les léopards dans son cœur et le pousse à la victoire finale. En clair, en cas de qualification, la République démocratique du Congo sera logée dans le groupe K en compagnie du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. En Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, une importante marche de solidarité a été organisée le samedi dernier en faveur de populations victimes de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Une mobilisation portée par la société civile du Kasaï oriental avec l'implication de la fondation Lisette Kabanga pour dénoncer les atrocités et l'impunité. Yvette Makuntima. Quand l'est saigne, Mbuji-Mayi s'élève. Sous un soleil accablant, des centaines de femmes, de jeunes et d'acteurs sociaux ont envahi les rues de la capitale mondiale du diamant pour dénoncer les violences et atrocités commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une marche de solidarité portée par la société civile du Kasaï oriental et la fondation Lisette Kabanga. À leur côté, Lisette Kabanga Chiboaboa, présente sur le terrain, symbole d'un engagement concret auprès des victimes. De la place de la Poste à Bonzola, la mobilisation s'est déroulée dans une atmosphère d'unité, rythmée par des slogans sans équivoque, leur souffrance et notre souffrance. Mois de mars, mois dédié à la promotion du droit de la femme. Nous avons organisé cette marche pour prouver aux yeux du monde que la femme de l'Est a de la valeur. La fondation Lisette Kabanga dit non aux tueries, aux atrocités et violences faites aux femmes dans l'Est de notre pays. Voilà pourquoi les femmes du Kasaï oriental, toutes tendances confondues, étaient dans la rue ce matin même pour dire non à la guerre d'agression et soutenir en même temps les actions du chef de l'État pour la pacification de l'Est. Derrière cette dynamique, un message clair, briser les silences, dénoncer l'impunité et appeler à la solidarité nationale et internationale. Cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.